Je vais vous proposer aujourd'hui un tour d'horizon rapide de la planète financière, les États-Unis, la Chine, l'Europe. L'idée qui a conduit à cette émission, c'est que nous sommes à un stade assez particulier dans le développement de la crise économique et financière. Une crise dont une première étape a été marquée par la crise de la finance privée. Une réponse qui est arrivée ensuite avec une intervention massive des gouvernements. Et puis, depuis l'an dernier, en particulier avec la crise grecque, puis irlandaise, l'apparition d'une nouvelle étape de cette crise financière, une crise qu'on appelle une crise des dettes souveraines, liée à l'accumulation de la dette par les États, à l'accroissement des déficits publics devenus incontrôlables. Et l'Europe a été mise en accusation très directement, en devenant un peu l'homme malade de la planète financière, à cause de cette crise des dettes souveraines dans la zone euro. Et c'est donc autour de cette étape, de cette nouvelle étape de la crise financière que je voudrais réfléchir aujourd'hui, en élargissant le propos et en voyant comment cette nouvelle étape se profile, se développe, non seulement en Europe, mais également aux États-Unis et en Chine. Alors, en matière d'introduction un peu générale, je voudrais dire quelques mots sur les déficits publics, l'accroissement de la dette publique que l'on a observé depuis 2007-2008, qui a été une solution temporaire à la crise. Ça a été une solution, et une solution extrêmement bienvenue. Lorsque la récession s'est amorcée après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, eh bien, beaucoup ont craint un moment que la récession très brutale qui s'est produite avec une chute pratiquement verticale de la production industrielle aux États-Unis et même en Chine, chute très brutale aussi en Europe, en Allemagne en particulier, que cette grande récession, comme on l'a appelée au bout de quelques mois, ne se transforme, comme dans les années 30, en grande dépression. C'est-à-dire que la chute de la production s'amplifie progressivement et n'aboutisse pas à un point de résistance où il puisse se produire un rebond. Alors, ce rebond a eu lieu. Il a eu lieu parce que, en très peu de temps, les gouvernements ont décidé de mettre en œuvre des principes de politique économique totalement étrangers à tout ce que l'on enseignait depuis un quart de siècle. Depuis un quart de siècle, on expliquait que les idées keynésiennes étaient à ranger au placard, ça faisait partie des vieilleries devenues totalement inutiles et même contre-productives. La politique budgétaire n'avait aucun effet, la politique monétaire devait être réglée selon des critères, d'évolution automatique. Et tout d'un coup, après l'élection américaine de novembre 2008, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe à Washington, avec le lancement du G20 à Washington aussi en novembre 2008, eh bien tout d'un coup, les gouvernements ont redécouvert Keynes, ont redécouvert que face à une récession de ce type, le fait d'utiliser tous les instruments disponibles, la dépense publique, les baisses d'impôts, une politique monétaire extrêmement accommodante, que tout cela allait apporter de bons résultats. Et même, certains ont jugé que malgré l'ampleur de ce qui était engagé, je rappelle en passant qu'aux États-Unis, le plan de relance de Barack Obama a représenté presque 1000 milliards de dollars, 800, et que le budget normal qu'il a présenté après le plan de relance incorporait lui-même un déficit de 1500 milliards de dollars. Donc ce sont 2500 milliards de dollars qui ont été injectés dans la machine pour faire repartir l'économie. Et ça a marché. D'une certaine manière, merci Keynes. Cela dit, repousser les problèmes, ce n'est pas les résoudre. Repousser les problèmes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans une crise financière, comme celle dans laquelle nous sommes entrés à partir de 2007-2008, l'origine profonde de la crise, c'est le fait que des investissements ont été financés par de la dette, sans que les conditions de rentabilité de cet investissement garantissent la possibilité de rembourser ces dettes. Et donc, dans une situation de ce genre, comme toujours dans les crises de surproduction anciennes, on les appelait ainsi dans le temps, la solution fondamentale, c'est de dévaloriser une partie de ces investissements excessifs.
Et c'est ce qui se fait en partie, par exemple, lorsque, aux États-Unis, on vend des maisons à travers la procédure dite des foreclosures, et que ces investissements qui n'étaient pas capables de dégager la rentabilité nécessaire pour rembourser les crédits subprime, eh bien, sont revalorisés, ou plutôt dévalorisés, sont valorisés à un niveau inférieur. Tant que ceci n'est pas fait à une grande échelle, eh bien, les causes qui ont créé la crise financière, l'incapacité de la finance à réanimer le processus économique sont toujours là. Et le fait d'avoir substitué de la dette publique à de la dette privée, d'avoir utilisé les déficits et la politique monétaire pour résoudre les problèmes financiers du système bancaire, eh bien, cela n'apporte pas une solution définitive. Donc nous en sommes aujourd'hui, à travers la question de la Grèce, de l'Irlande que j'évoquais en introduction, nous sommes confrontés à la question qui paiera finalement les dégâts de la crise financière. Certains penseront que le chômage est déjà une façon de payer. C'est vrai, mais ce n'est qu'une façon pour l'instant encore partielle, tant que le fond du problème financier, de la valorisation des actifs surévalués, ne sera pas réglé. Et c'est donc à partir de cette grille de lecture que je voudrais voir comment se profile l'avenir financier des trois grandes zones de l'économie mondiale. Et je commence par les États-Unis, naturellement, parce que c'est non seulement l'économie où se sont développées au départ les forces qui ont abouti à la crise, mais c'est aussi le pays dans lequel les politiques économiques sont conduites avec le plus d'énergie pour tâcher de trouver une issue. Et de ce point de vue, je crois qu'on peut partir du constat suivant lequel la situation américaine est assez paradoxale. Elle est paradoxale parce que, d'abord, on utilise, pour résoudre la crise, on utilise les mêmes recettes que celles qui ont provoqué la crise. C'est-à-dire l'accroissement apparemment illimité de la dette, le gonflement laxiste, excessif, du bilan de la Banque centrale, la création monétaire, pour être plus direct, utilisée comme façon de maintenir la demande à un niveau qui évite le retour de la dépression, ce que l'on a appelé l'an dernier en termes conjoncturels le risque de double dip, que la reprise amorcée en 2009 ne s'épuise et n'aboutisse à un nouveau recul. Donc utilisation des mêmes recettes, je veux dire, sans être un grand prévisionniste, sans avoir un esprit étroitement mécaniste, on peut penser quand même que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'à un moment ou à un autre dans le futur, l'utilisation sans restriction des mêmes instruments pourrait fort bien nous placer à nouveau dans une situation de grand danger. Je disais situation paradoxale pour les États-Unis parce qu'il y a un second paradoxe qui est lié à l'évolution du dollar. On devrait s'attendre, après la faillite du système financier américain en 2007-2008, on devrait s'attendre à travers ce gonflement massif de la dette publique américaine et du bilan de la Federal Reserve, on devrait s'attendre à une situation dans laquelle les investisseurs étrangers se méfient un peu des placements en dollars, parce que l'avenir d'une économie dans laquelle les vannes sont ouvertes comme cela, ce pourrait fort bien être l'inflation. Et d'ailleurs, certains le préconisent même. L'inflation serait un moyen de limiter le poids des remboursements de dettes, d'alléger le poids du passé et de tourner l'économie vers l'avenir. Donc on devrait assez naturellement s'attendre à ce que le dollar ait perdu un peu de son attrait. Et ce n'est pas ce que l'on a observé en 2010, au contraire, en partie à cause de la crise européenne, qui, en rendant suspects les placements en Europe pendant de longs mois, ont un peu découragé les investisseurs étrangers, j'y reviendrai bien sûr dans ma partie sur l'Europe, ont un peu découragé les investisseurs étrangers et donc redonné un temps du lustre au dollar et fait de celui-ci une sorte de valeur refuge. Alors c'est un peu paradoxal également parce que du point de vue de la croissance, on ne voit pas du coup d'où peut venir un vrai rebond de la croissance américaine. Ce n'est plus de la consommation des ménages. Les ménages américains sont surendettés. Ce qu'il faut leur souhaiter, c'est de parvenir à réduire le poids de leur dette dans les mois et les années qui viennent. Ce n'est pas le logement, au point où on a été le marché du logement avec les subprimes. Ce n'est pas demain que va démarrer un nouveau cycle ascendant en matière de construction de logements. Ce n'est pas de la dépense publique, avec la taille des déficits que l'on observe déjà. Et donc, certains experts américains
et les hommes politiques également, ont en tête qu'une bonne chance de succès de l'économie américaine dans le futur, ce serait de rebondir par les exportations. Et pour aider les exportations, pour revitaliser l'industrie américaine, sa capacité exportatrice, qui est quand même assez mal en point après des années de dollars forts, eh bien, il n'y a pas de meilleur outil qu'un dollar qui soit plutôt affaibli. Et donc ce n'est pas ce que l'on a vu l'an dernier, et c'est en cela que je dis que ces deux évolutions, celle qui consiste à utiliser les recettes financières traditionnelles pour donner encore quelques mois d'activité, monsieur le bourreau, et celle qui aboutit à avoir un dollar qui ne baisse pas autant qu'il le devrait pour stimuler la croissance, tout cela crée une situation qui est un petit peu paradoxale. Et dans laquelle, de ce fait, il y a des bombes à retardement financières qui sont extrêmement redoutables. Je n'en cite que quelques-unes, mais il est clair que le dossier de l'immobilier n'a pas été nettoyé. Une partie des créances douteuses a été transférée à la Banque centrale. Comme je le disais en introduction, ce n'est pas une solution définitive au problème. La question des organismes publics de financement, de refinancement du logement, Fannie Mae et Freddie Mac, reste en pleine actualité. Elle a déjà coûté 150 milliards de dollars aux contribuables américains, et là aussi, ce n'est pas résolu. Il y a la question des fonds de pension, qui ont été sous-dotés et qui, à un moment ou à un autre, vont devoir constater qu'ils ne sont pas en mesure de régler ce que doivent percevoir les retraités qui vont bientôt arriver à l'âge de la retraite. Il y a les États, les autorités locales, dont beaucoup sont dans une situation financière extrêmement dramatique et qui, ultimement, dépendent de la capacité du gouvernement fédéral de les sauver. Donc, les États-Unis, pour ne citer que ces quelques exemples, sont dans une situation financière dans laquelle, manifestement, la santé retrouvée des banques, le bonheur retrouvé des responsables qui encaissent à nouveau des bonus énormes et des stock options en grande quantité. Tout cela est aussi artificiel que ça l'était il y a quelques années. Les bombes à retardement sont nombreuses. À cela s'ajoute le fait que les perspectives de la demande, de la reprise, ne sont pas définitivement assurées. L'an dernier, pendant l'été, je le mentionnais brièvement, les inquiétudes sur le risque de double dip, de nouvelles récessions ont été fortes et ont poussé la Federal Reserve à adopter un nouveau plan de politique monétaire très agressif qui s'appelle le Quantitative Easing 2, une phase dans laquelle, à partir de la fin de l'année dernière, pendant ce premier semestre de janvier à juin 2011, la Banque centrale va en fait racheter pratiquement la totalité des émissions de bons du Trésor. Et donc tout ceci place la situation financière américaine actuelle dans une situation beaucoup plus inquiétante que celle que crée en Europe, au sein de l'eurozone, la Grèce. C'est cela que je voudrais souligner, c'est que le Financial Times, l'information financière qui nous est délivrée, nous explique tous les matins que la situation de la Grèce est dramatique. La situation financière la plus dramatique à l'échelle de la planète, c'est la situation des États-Unis. Et ce n'est pas une abstraction, c'est ce qui se passe à Washington dans les débats actuels, puisqu'il y a une succession de débats budgétaires dont on va voir comment le pays est capable de les dénouer. Il y a d'abord le fait que, bien qu'étant déjà à mi-parcours de l'année budgétaire 2010-2011, puisque l'année budgétaire va de septembre à septembre, les États-Unis n'ont toujours pas de budget pour l'année en cours. Et le Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat votent des solutions qui sont du type de celles qu'avait la 4e République dans les années 50 en France. Elles votent 15 jours de budget pour éviter la fermeture du gouvernement fédéral. Donc il y a une première épreuve qui est simplement d'avoir un budget pour faire tourner le gouvernement fédéral. Ensuite, il y a le budget 2011 qui aurait dû normalement être en cours de discussion, mais qui ne l'est pas, puisqu'on n'est pas encore d'accord sur le budget 2010. Et puis il y a le plafond de dette, qui va être un sujet très épineux qui va se poser début avril, le fait que la Chambre des représentants va devoir rehausser le maximum de l'endettement possible du gouvernement fédéral, et ça va être une épreuve politique considérable. Ajoutons pour conclure la décision à prendre en matière de politique monétaire en juin sur le renouvellement du quantitative easing. C'est un panorama financier qui va nous occuper très activement dans les mois qui viennent. Je me tourne vers la Chine. La Chine, c'est évidemment une situation totalement différente. La Chine a adopté, au moment de la récession,
une politique de relance tout à fait spectaculaire. Il n'y a pas eu de découplage, comme le disaient beaucoup d'économistes à l'époque. La Chine a utilisé la politique du crédit, la distribution de crédits bancaires par ces grandes banques d'État, de manière extrêmement massive, pour financer des infrastructures, des chemins de fer, des autoroutes, des projets de télécommunications, des immeubles, l'urbanisation croissante que l'on connaît. Et le résultat a été spectaculaire, puisque le taux de croissance en 2010 a été supérieur à 10% de nouveau. Cela dit, il y a sur la Chine des interrogations sur la croissance, et en particulier sur le socle financier, qui sont très importants. Des interrogations qui proviennent de ce que le pays, ses autorités centrales à Pékin, les autorités régionales, les experts, le pays considère que, de manière assez large, considère que la stratégie de croissance suivie jusqu'ici, fondée sur les exportations et les infrastructures, ne peut plus suffire à répondre aux besoins du pays. L'économie mondiale étant frappée par la crise, l'économie occidentale étant frappée par la crise, les marchés occidentaux n'assureront plus le même rôle de moteur. Il doit donc y avoir une réorientation de la croissance chinoise, de ce moteur traditionnel exclusivement fondé sur l'investissement productif et les infrastructures et l'exportation, vers la demande de consommation des ménages. Mais pour faire cette transition, sur laquelle il y a encore une fois un accord assez général, et la récente réunion de l'Assemblée nationale populaire à Pékin a été l'occasion de répéter cette volonté politique de réorienter la croissance, pour le faire, les difficultés sont immenses. Le pays est gigantesque, les évolutions ne peuvent être très lentes, en particulier parce que tant d'intérêts sont investis dans la poursuite du mode de croissance ancien. Et donc, ces évolutions très lentes, finalement, elles deviennent presque imperceptibles. Il faut vraiment être un observateur attentif ou être très sensible aux discours politiques pour les voir à l'œuvre. Et donc, beaucoup voient dans la stratégie chinoise une sorte d'immobilisme. Quoi qu'il en soit, les autorités chinoises, la Chine, sont placées devant un dilemme qui pourrait être moins pressant que celui que j'ai décrit pour les États-Unis, est aussi un dilemme extrêmement vif, puisque la poursuite de la politique monétaire, avec le taux de change calé sur le dollar, la poursuite du financement des grands projets d'infrastructure et des grandes entreprises d'État traditionnelles, ne peut que conduire à des risques financiers de même nature que ceux que l'on a connus aux États-Unis. Ce risque est présent, il est analysé, certains même le considèrent comme imminent. L'agence Moody's vient de publier une étude estimant à 60% le risque d'une crise financière, du même type que celle que l'on a connue, liée à l'accumulation de trop de mauvais crédits, 60% de risque de crise dans les 3 prochaines années. Je ne partage pas cette perception pessimiste, ne serait-ce que parce que les réserves financières accumulées par la Chine lui permettent de faire face à des situations de ce genre avec beaucoup plus de capacité d'absorption et de réaction que les autres continents, mais le risque est présent et les dilemmes de politique économique sont aussi brûlants en Chine qu'ils le sont aux États-Unis. Ils portent sur la politique monétaire, sur l'utilisation du crédit bancaire et sur la politique du taux de change. En Europe, finalement, je pars du constat mentionné en introduction, suivant lequel l'Europe est souvent présentée comme l'homme malade de l'économie mondiale, et je voudrais m'élever contre ce résumé. Évidemment, il faudrait être aveugle pour nier le fait que l'année 2010 a été horrible pour la zone euro. La croissance n'est pas très brillante par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, à part l'Allemagne, qui a su tirer le plus grand profit de ses exportations, mais après avoir elle-même eu un choc vers le bas très prononcé, la croissance n'est pas brillante. Et puis il y a eu cette crise des dettes souveraines que l'on croyait avoir plus ou moins résolue à propos de la Grèce, considérée comme un cas exceptionnel au printemps, et puis qui est réapparue à l'automne avec l'Irlande, et avec de nouveau des inquiétudes aujourd'hui sur la solidité du système bancaire européen. La réponse à cette crise a été, disons-le, un peu chaotique.
Et donc je comprends que ceux qui ont la responsabilité sur les marchés de gérer des portefeuilles, de gérer des fonds, considèrent tout cela avec suspicion. Mais la réalité est différente. Il est normal que ce processus soit chaotique, parce que cela met en jeu les intérêts de 400 millions de citoyens, d'épargnants, d'investisseurs. Et le processus politique que j'ai décrit pour Washington a à certains égards les mêmes caractéristiques que celles que l'on observe à Bruxelles. Des séances interminables, l'impossibilité de se mettre d'accord. Ce n'est pas très différent, c'est un processus politique. Il y a deux différences entre l'Europe et les États-Unis sur ce terrain-là. Le premier qui est très important, c'est que la question financière en Europe est une question qui concerne les Européens principalement. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que la zone euro dans son ensemble est une zone équilibrée, qu'elle échange avec le reste du monde en ayant une balance des paiements qui est à peu près équilibrée, ce qui est évidemment pas le cas des États-Unis. Donc là, le problème financier des États-Unis se développe de manière un peu incontrôlée, comme je l'ai dit, en étant ouvert sur le monde extérieur, puisque la solution dépend de la bienveillance d'investisseurs étrangers. Le problème financier européen, c'est un problème financier domestique, c'est un problème à régler entre les ministres représentant les différentes nations de l'eurozone. Ça ne le rend pas plus facile sur le plan politique, mais ça change complètement sa dimension internationale. Et les instruments pour régler les problèmes domestiques de la zone euro, eh bien, force est de constater qu'ils sont progressivement mis en place. Vous me direz, il aurait été sage de les mettre en place avant. C'est vrai, mais malgré la sagesse des processus politiques, ce n'est pas le cas. Il y avait des divergences de vues avant, au moment du traité de Maastricht, puis par la suite, sur la façon de mettre en place des instruments de gestion de crise, de surveillance macroéconomique, de surveillance budgétaire, ce qu'en France on a longtemps appelé l'idée de gouvernement économique. Eh bien, ce qui est formidable dans l'année 2010, à côté de tous les aspects chaotiques que je viens de décrire, ce qui est formidable, c'est que l'on avance dans la direction du gouvernement économique, que ces outils dont nous avions besoin dans une union monétaire, ces outils sont progressivement en train d'être mis en place. Alors évidemment, pour nous Français, ce n'est pas un processus très cartésien, ce qui se met en place. Et jusqu'au dernier moment, selon les meilleures traditions bruxelloises, selon les meilleures traditions politiques tout court, eh bien on va devoir attendre de voir comment sera aménagé le Fonds de stabilité financière européenne, comment sera organisée la surveillance multilatérale, comment sera organisée cette amorce de gouvernement économique. Mais ce qui est important, c'est donc que les mois que nous traversons depuis la crise grecque, depuis le mois de mai 2010, ce sont des mois qui ont été mis à profit par les gouvernements pour mettre sur pied ces institutions. Et du coup, à mes yeux, dans le concert international d'aujourd'hui, la zone euro a trois atouts extrêmement importants. Le premier, c'est comme je le disais, que c'est une zone qui est grosso modo équilibrée, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de décisions venant de l'extérieur. Le deuxième, c'est que grâce à l'influence allemande qui s'exerce depuis quelques mois de manière plus positive que ça n'a été le cas au printemps 2010, grâce à l'influence allemande, il y a dans la mécanique européenne une idée active consistant à veiller à ce que les finances publiques restent à moyen terme sur une trajectoire soutenable, et c'est ce qui fait cruellement défaut aux États-Unis. Et puis il y a avec la Banque centrale européenne une banque centrale qui a démontré qu'elle était à la fois rigoureuse, personne ne peut lui faire le reproche d'être laxiste, mais qu'elle était également extrêmement souple, ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a eu besoin d'interventions fortes, hors des principes habituels des banques centrales, eh bien la BCE ne s'est pas dérobée, elle a été là. Cela a même conduit le président de la Bundesbank à prendre ses distances et à considérer qu'il n'était pas l'homme adapté pour gouverner cette grande institution lorsque la succession de Jean-Claude Trichet viendra. C'est la preuve de ce que cette Banque centrale européenne exerce cette responsabilité, de même que sur le plan budgétaire, cette responsabilité d'une manière équilibrée, en veillant à la fois à répondre aux situations d'urgence et en gardant un cap pour le moyen terme. Alors comment finalement se présente l'avenir ? Bien, la première observation consiste à dire que les gouvernements n'ont plus beaucoup de cartouches. Je voudrais souligner par exemple un premier point qui concerne l'utilisation des déficits budgétaires. C'est un point qui n'est pas toujours bien identifié. C'est que le déficit, c'est un fusil à un coup. Si vous passez d'un déficit de 3% à un déficit de 6%,
comme cela a été le cas par exemple dans le cas français, eh bien, ceci représente un stimulus de 3%. Mais si vous restez ensuite à 6%, le stimulus, évidemment, il est zéro. Donc l'année suivante, si vous dépendez de l'intervention publique, d'une mesure dite keynésienne pour stimuler l'activité, eh bien, il faut rajouter 3%, c'est-à-dire passer de 6 à 9. Vous voyez donc qu'à travers cette simple arithmétique, puisque les déficits s'accumulent chaque année pour faire le montant de la dette, à travers cette simple arithmétique, vous voyez immédiatement qu'au point où en sont les déficits, 7, 8, 10, 12, 15% selon les pays, entre les pays d'Europe et les États-Unis, eh bien, les gouvernements n'ont plus guère de ressources dans ce domaine. Et au contraire, on voit approcher ce qui a été le risque japonais, la décennie perdue japonaise, du fait de l'accumulation excessive de la dette dans ce pays pendant la décennie 90, parce qu'elle avait été incapable de résoudre son problème financier à la base. Manque de cartouches budgétaires, manque de cartouches monétaires aussi. Et là, nous allons avoir une épreuve à brève échéance, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec la décision de politique monétaire américaine concernant le quantitative easing. Car de deux choses l'une, soit la Federal Reserve fait savoir dans les semaines qui viennent, nous parlons au début du mois de mars, il faut qu'elle commence à parler dans les semaines qui viennent sur sa décision du mois de juin. La Federal Reserve va-t-elle continuer à acheter de manière presque illimitée les bons du Trésor américain, ou bien va-t-elle revenir à une politique plus sélective ou plus stricte? C'est un choix qui va être absolument déterminant pour l'avenir de la crise, parce que si elle continue à acheter, eh bien, les investisseurs internationaux vont de plus en plus se méfier des actifs en dollars. Et si elle interrompt ses achats, alors pour le coup, ce serait un choc à craindre sur les taux d'intérêt qui pourrait avoir d'autres conséquences sur le système financier américain. Derrière cette interrogation, il y a évidemment la question de l'inflation, parce que l'inflation paraît de plus en plus comme une solution tentante, et ce peut être un facteur de division entre les deux bords de l'Atlantique tout à fait important, puisque l'inflation aux États-Unis sera considérée très probablement avec plus de bienveillance comme une solution indolore pour résoudre ce problème de dette excessive, alors que cela restera en Europe une solution qui, dans l'état actuel des choses, est proprement impensable, puisqu'il y a simplement un traité adopté par 400 millions de citoyens qui ont donné à une institution particulière, la BCE, le soin d'éviter que l'on recourt à ce type de solution. Et donc l'hypothèse de guerre des monnaies qui avait été évoquée à l'automne 2010, dans la préparation du G20 de Séoul, pourrait fort bien revenir sur la table. En conclusion, je dirais justement à propos du G20 que nous avons la chance d'avoir, depuis sa création en 2009, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, une nouvelle organisation, une nouvelle institution. Ce n'était pas vraiment une organisation, ce n'était pas vraiment une institution, c'est un comité. Nous avons à l'échelle internationale avec le G20 l'instrument qui permet de gérer dans chacune de ces grandes nations, au niveau des principaux continents, je pourrais parler également bien sûr du Brésil, de la Russie, de l'Afrique du Sud, d'autres pays qui sont impliqués dans le travail du G20, mais nous avons un instrument qui permet d'aborder les réponses à la crise d'une manière coopérative. Et cela, c'est vraiment ce qui distingue cette crise le plus de celle des années 30. Ce n'est pas que nous ayons bien réussi grâce au keynésianisme. Tant mieux, effectivement, les recettes keynésiennes, maintenant, nous savons qu'elles existent, nous savons les utiliser. Mais la plus grande différence jusqu'à présent, c'est que l'esprit de coopération internationale a dominé la scène, que les gouvernements sont convaincus qu'ils ont tout à perdre à se lancer dans des manœuvres dans lesquelles ils poursuivraient de manière trop étroite des intérêts nationaux égoïstes. Et il faut espérer que malgré l'accumulation de dangers que j'ai soulignés, que j'ai analysés, ils soient en mesure, dans les trimestres et les années qui viennent, de trouver des solutions qui restent coopératives. Et de ce point de vue, la présidence française du G20, qui, comme tout le monde le sait, a mis la question du système monétaire international sur la table, est certainement l'un des axes qui permet de continuer à dialoguer et à rechercher des solutions
qui évite les affrontements dont on sait qu'ils nous entraîneraient, pour le coup, dans une troisième et dernière phase de cette crise dans laquelle nous cheminons avec difficulté.